Le Jodo. Nous sommes en Chine au XVIe siècle. De nombreux artistes martiaux s'affrontent en duel avec tout type de lames. C'est notamment le cas de Musou Gonosuke Katsukishi, un duelliste invaincu qui se... Mon dieu, il présente le Jodo en Chine. Mais c'est japonais, tu vois bien que t'es en train de lire du japonais, c'est un nom japonais. Pourquoi tu parles de la Chine là, je comprends pas. Oh putain. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale du point historique, puisqu'il s'agit d'une vidéo qui va faire une étude de cas à propos de la désinformation sur les arts martiaux. Vous savez certainement que depuis quelques années, il y a de plus en plus de vidéos d'amateurs qui apparaissent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. et qui parlent d'histoire des arts martiaux. Ces vidéos sont souvent remplies de désinformation et il est souvent très difficile pour les historiens, pour les chercheurs, pour les gens qui sont compétents dans ces domaines, de revenir sur ce qui a été dit. C'est ce que l'on appelle la loi de Brondolini. Alors c'est très simple, la loi de Brondolini c'est quoi? C'est une loi qui explique que si vous laissez le même temps de parole à quelqu'un qui raconte une grosse connerie et à quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'était une énorme connerie, eh bien vous allez croire naturellement la personne qui a dit la grosse connerie. Pour débunker, pour dire en quoi c'est une connerie, ce que la première personne a dit, il faut souvent un temps beaucoup plus long, il faut expliquer plus les choses et évidemment dans une société où le temps d'attention des gens est en général équivalent à 1 minute ou 2, eh bien celui qui va raconter des grosses conneries très condensées dans une vidéo, il va avoir l'avantage sur celui qui est compétent mais qui va avoir besoin de plus de temps pour vous expliquer en quoi c'était une grosse connerie. Et aujourd'hui, on va voir une étude de cas à propos de désinformation sur les arts martiaux. Je vais vous montrer une vidéo qui a été faite par un jeune amateur, dans laquelle ce jeune amateur raconte absolument n'importe quoi à propos de l'histoire des arts martiaux. Alors il saupoudre son n'importe quoi d'un petit peu d'informations exactes, de raccourcis, de choses à peu près exactes, mais grosso modo c'est du nectar de merde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, aujourd'hui c'est le point historique et on va parler de l'histoire des arts martiaux. C'est parti! La vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo qui reprend une typologie qui a été la mode pendant quelques années sur YouTube, une typologie de l'iceberg. Alors, qu'est-ce que c'est que l'iceberg? Eh bien, c'est très simple. Vous avez un sujet et vous ne savez pas comment parler de ce sujet. Vous ne savez pas faire une problématique, faire un plan en 3 parties, 3 sous-parties, vous n'avez jamais foutu les pieds à l'université évidemment, et donc vous voulez parler de ce sujet pour faire des vues, pour faire de l'argent, mais vous ne savez pas comment faire. Eh bien, la solution s'offre à vous, vous avez l'iceberg. Qu'est-ce que c'est que l'iceberg? C'est une manière de présenter différentes informations à propos d'un sujet qui a été une mode pendant quelques années sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et en gros, c'est très simple. Vous prenez les trucs les plus connus, vous les mettez en haut de l'iceberg et puis vous expliquez au grand public qui comprend la métaphore, qui se dit « Attends, il y a des trucs cachés là, sous la surface, sous l'iceberg, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne connaît pas. » Cette métaphore faisant effet chez le grand public, vous pouvez présenter ensuite en bordel et sans aucune logique tout un tas de sujets liés au sujet global en les présentant comme faisant partie des couches inférieures de l'iceberg. Donc c'est une manière de présenter les choses qui est non seulement illogique, qui ne respecte aucun plan, qui est évidemment digne d'un amateurisme épouvantable, mais qui permet de saupoudrer cet amateurisme d'une forme soi-disant choisie pour expliquer qu'en fait vous n'en savez pas beaucoup sur les arts martiaux, qu'en fait il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses cachées, et là tout de suite, cachées, techniques secrètes, ça interpelle le public. Surtout les jeunes enfants. Et c'est là le premier point de la vidéo. Avant même de vous présenter la vidéo que je vais décortiquer, je dois vous dire que sur YouTube, l'immense majorité des spectateurs, ce sont des gens qui ont entre 11 et 16 ans, donc qui ne connaissent pas grand-chose en général à l'histoire des arts martiaux, et qui sont donc facilement attrapables par ces façons de présenter les choses, des techniques secrètes, un iceberg avec des styles méconnus tout en bas, etc. Donc ça permet de conserver l'attention du spectateur tout au long de la vidéo, puisque plus on descend, plus on va découvrir des choses incroyables et secrètes. Et puis ça permet aussi évidemment de faire passer tout un tas de fausses informations pour étant vraies, puisque le spectateur de 11 ans n'a pas la qualité intellectuelle, pas encore, pour pouvoir critiquer la vidéo qu'il voit, pour pouvoir se rendre compte qu'il est manipulé
par quelqu'un qui fait une vidéo qui lui raconte absolument n'importe quoi en lui faisant passer cela pour vrai. Donc, vous avez vu, j'ai fait une introduction assez longue, mais c'était nécessaire. On va rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, on va étudier une vidéo à propos de l'iceberg des arts martiaux. Alors, quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'ai été très surpris, je l'ai visionné une première fois, j'ai vu un nombre d'erreurs historiques et techniques incroyables, mais ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'en tapant iceberg des arts martiaux, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas une vidéo originelle, c'est-à-dire que la personne qui a fait cette vidéo a copié son concept d'iceberg des arts martiaux sur plusieurs vidéos qui existent déjà en langue anglaise, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris le concept, sans jamais citer ces vidéos en langue anglaise, qui pourtant développent ce concept d'iceberg, qui déjà est débile, et en fait, il a repris ça à son compte et il a fait une vidéo à peu près du même genre, un peu plus raccourcie, parce que la vidéo en langue anglaise que j'ai regardée, elle faisait à peu près 3 heures. En gros, il a repris le concept à lui-même et puis il a fait la même chose sans jamais citer ces vidéos anglaises qui lui avaient donné l'idée. Tiens, ça me fait penser à Copy Comic, mais bon bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Je vais lancer la vidéo. Vous allez pouvoir la regarder en même temps que je la commente, et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses fausses, puisque très souvent je vais faire des arrêts sur image et je vais vous expliquer en quoi ce qui vous est dit est faux. Si vous pratiquez un sport de combat, il y a de grandes chances pour que ce soit de la boxe, du Muay Thai ou encore du MMA. Et vous avez sûrement déjà entendu parler du Krav Maga, du sumo et pour les plus fins connaisseurs, le Jeet Kune Do. Mais vous ignorez sûrement qu'au 19e siècle, des ouvriers américains se livraient des guerres sanglantes où l'objectif principal était d'arracher les yeux de ses adversaires. Ou encore qu'il existe des arts martiaux. Première information fausse, et nous sommes à 16 secondes. Non, au 19e siècle, les ouvriers américains ne se livraient pas des guerres sanglantes dans lesquelles l'objectif était d'arracher les yeux de l'adversaire, non. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que, voilà, on présente du sensationnel. Les mecs essayaient de s'arracher les yeux, c'était la guerre. Bon, la vérité, c'est qu'il y a eu quelques rixes parmi les ouvriers américains, où effectivement, il y a eu des bandes armées qui cherchaient à se taper dessus les uns les autres, et où en gros, tous les coups étaient permis. Mais de là à dire que c'était institutionnalisé, et que les ouvriers américains, au 19e siècle, se livraient des guerres sanglantes où ils essayaient de s'arracher les yeux, c'est faire ce qu'on appelle du sensationnalisme. Et c'est exactement ce qu'il fait là. Il vous présente quelque chose dont il transforme la réalité historique, pour vous accrocher tout de suite à la vidéo. Effectivement, ça marche pas mal puisque sa vidéo a été vue 133 000 fois. Dans lesquels les grands maîtres prétendent pouvoir créer des champs de force magnétique capables de tuer quelqu'un. C'est faux. Là encore, c'est un raccourci, nous sommes à 21 secondes de sa vidéo. Et en fait, c'est pas des champs magnétiques capables de tuer quelqu'un que présentent ces grands maîtres. Ce sont des escrocs. Ce sont des techniques qui sont liées conceptuellement à l'utilisation du chi, ou du ki en japonais, c'est-à-dire l'énergie vitale. C'est une des facettes de la philosophie taoïste et du bouddhisme qui s'est insérée dans les arts martiaux, puisque les arts martiaux ne sont pas indépendants de la culture qui les a vus naître, et que les gens qui pratiquaient à la fois la religion taoïste et les arts martiaux, très souvent ils ont mélangé les concepts, et donc il y a des maîtres autoproclamés qui pensent pouvoir utiliser le chi. Alors un bon exemple de ça, c'est Star Wars, puisque le gars qui a créé Star Wars, George Lucas, s'est inspiré pour les chevaliers de Jedi qui maîtrisent la force de ces soi-disant maîtres. C'est pas des champs magnétiques capables de tuer quelqu'un, c'est l'utilisation supposée de l'énergie vitale, du chi. Ça n'a rien à voir avec le magnétisme. Dans cette vidéo, on va passer en revue tous les arts martiaux, du plus efficace au plus violent, en passant par le plus ridicule. But have you ever wondered what the fakest martial art is? The deadliest one. The most effective one. Well, I present to you the martial arts and fake martial arts styles iceberg. Et là, on voit que le mec raconte déjà n'importe quoi. Du plus efficace au plus violent en passant par le plus ridicule. C'est complètement con de présenter les choses comme ça. Normalement, violence et efficacité sont pas opposés. Quelqu'un de très violent peut être très efficace, quelqu'un de très efficace peut être très violent. Je vois pas pourquoi on séparerait violence et efficacité. Du plus efficace au plus violent en passant par le plus ridicule. Et pourquoi on mettrait le plus ridicule à mi-chemin entre violence et efficacité? Là, on voit que le plan du mec pour parler des arts martiaux n'a aucun sens. On continue. Tout ça avec le principe de l'iceberg, en partant du plus connu en surface au plus dangereux, farfelu et mystérieux au fur et à mesure que nous allons descendre dans les abysses. Alors accrochez-vous bien pour cette... Alors oui, accrochez-vous bien parce que j'ai vu l'iceberg et le nombre de fautes d'orthographe sur les noms des arts martiaux, c'est déjà quelque chose qui relève du Guinness Book, puisque le gars a fait un nombre de fautes d'orthographe dans les noms des arts martiaux qu'il présente. C'est quand même
Faut réaliser 2 secondes. Même le fait d'écrire correctement ces arts martiaux, c'est trop d'efforts, il fait des fautes. Incroyable. On continue. À la surface de notre iceberg, il y a 99% de chances pour que vous ayez déjà entendu parler de ces sports, mais est-ce que vous les connaissez vraiment? J'ai essayé de vérifier cette statistique. Elle sort de son cul, la statistique. J'ai regardé le site de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. Mais quoi qu'il en soit, c'est très difficile de vérifier cette statistique. Et donc là, le chiffre de 99%, il l'a sorti de son cul. On va commencer par le plus atypique, le pancrassé. Il est même pas foutu de prononcer correctement le mot pancrace. C'est pas pancrassé, c'est pancrace. Le nom vous dit sûrement quelque chose, c'est parce qu'en France, quand le MMA était encore interdit, tous les pratiquants étaient obligés de combattre sous l'appellation pancrassé. C'est faux. En France, premièrement, le MMA n'a jamais été interdit, ce sont les compétitions de MMA qui étaient interdites. La pratique a toujours été autorisée. D'ailleurs, il y a beaucoup de styles comme le Yosekan Budo, comme le Pankido, qui allient à la fois les percussions, les frappes au sol, les clés, les projections, et ces styles-là n'ont pas attendu que le MMA arrive pour exister. Donc on a là une autre information erronée. Le MMA n'a jamais été interdit en France, ce sont les compétitions de MMA qui ont été interdites. D'ailleurs, en parlant des compétitions, ils n'étaient pas du tout obligés de combattre en pancrace, il y avait d'autres systèmes de compétition qui permettaient de faire du pied-point-sol. Et à la base, c'est un sport vraiment stylé. Il a été créé en Grèce antique et c'est un mélange entre 2 disciplines olympiques très célèbres, la lutte et le pugilat, l'ancêtre de la boxe anglaise. En gros, c'était du MMA aux tout premiers Jeux olympiques. Alors là, il fait beaucoup de raccourcis, mais allez, je lui accorde, ça passe à peu près. Organisés à Olympie. On retrouve des traces de cet art martial jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors je sais pas où il est allé chercher jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ. On commence à en avoir vraiment des traces importantes à partir du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc 2 millénaires avant Jésus-Christ, non, on n'a pas de traces des Jeux Olympiques en Grèce antique et encore moins du pancrace. Son nom vient du grec pan qui veut dire tout et kratos qui veut dire puissance. Et on peut imaginer... C'est faux. Pancrace, ça vient de pan et de kratos, pas crétos. C'est pan, effectivement, ça veut dire tout, comme pandémie. Une pandémie, c'est une épidémie qui s'est étalée sur tout le territoire. Et kratos, ce n'est pas la puissance, c'est le pouvoir. Exactement comme démocratie. Démocratie, ça vient de démos et kratos. Démos, c'est le peuple. Kratos, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir par le peuple. Et pancrace, c'est le pouvoir de tout faire. C'est pour ça qu'on dit pancrace, c'est pas toute puissance. Un sport qui se nomme toute puissance, et ben le but c'est de savoir qui était le plus puissant. Et pour départager le plus puissant... Eh ben non, du coup, c'est pas qui est le plus puissant, c'est que tous les coups sont permis. C'est ça le pancrace, enfin presque tous les coups. Pour départager le plus puissant, quoi de mieux que les Jeux Olympiques de 648 avant Jésus-Christ organisés à Olympie. Et donc là il se contredit le gars. Il parle de Jeux Olympiques organisés en 648 avant Jésus-Christ. On est très loin des 2 millénaires annoncés précédemment. Et même si la pratique était surtout récréative, il était particulièrement apprécié par l'armée Sparte qui s'en servait pour entraîner ses soldats. Là encore, c'est du sensationnalisme. Le pancrace était un art qui était pratiqué un petit peu partout dans la Grèce antique. Il n'était pas spécifiquement pratiqué par les Spartiates, il était pratiqué par tout un tas de personnes qui voulaient s'exercer à la culture physique dans la Grèce antique. Il était pratiqué lors de compétitions comme les Jeux Olympiques par exemple, mais il n'était pas en particulier pratiqué par l'armée. Vous voyez que là on a encore un exemple de sensationnalisme. L'armée de Sparte, comme toutes les armées, s'entraînait au combat à main nue et avec armes. Toutes les cités-états de la Grèce antique, que ce soit Athènes, Sparte, Délos, etc., mettaient en place des entraînements qui permettaient aux hommes de manier les armes, de s'entraîner au combat à main nue, etc. Donc c'était pas spécifique à l'armée spartiate. Un détail près, ils occultaient les 2 seules règles du sport, l'interdiction de mordre et de mettre le doigt dans les yeux, pour mieux préparer les guerriers au combat. Ce qui peut expliquer pourquoi ils étaient si redoutables sur le champ de bataille. L'armée spartiate était effectivement redoutable, mais bon, encore, on prend un tout petit truc et on en fait un truc énorme pour faire du sensationnalisme. Il y a quand même plus à dire sur le pancrace que de lier ça à l'armée spartiate. Il y a quand même beaucoup plus de choses même à dire à ce sujet. Les pancrationnistes ont développé leur propre style de combat, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir aujourd'hui. On retrouve des techniques de contre, des emmenés au sol, et même... Alors ça c'est marrant parce que là le mec montre une vidéo, il met pas le nom de la vidéo, le lien, le créateur, etc. Ça s'appelle du plagiat chez moi. Des soumissions. Les combattants avaient des surnoms basés sur leur technique favorite, comme le briseur de doigts, qui est assez explicite je pense. Avec la conquête de Alexandre le Grand, ce sport se répand partout dans l'Est et aura un grand impact sur les arts martiaux chinois et indiens dont on parlera plus. Alors là, c'est complètement faux. C'est une théorie qu'on appelle le diffusionnisme, qui a été longtemps en vogue dans les arts martiaux parce que les gens n'étaient pas cultivés, les historiens faisaient pas encore de vulgarisation, donc
Il y avait beaucoup de gens qui croyaient ce genre de truc, mais ça fait 50 ou 60 ans qu'on sait que c'est faux, ça. Et malgré son apparition dans les Jeux Olympiques originels, le MMA n'est toujours pas intégré dans les Jeux actuels. Et c'est sûrement à cause de son image de sport trop violent. C'est complètement faux, hein. Ça n'a rien à voir avec son image de sport trop violent. C'est une question de politique sportive. Il y a du pognon à faire avec le MMA. Il y a du pognon à faire avec d'autres sports aux Jeux Olympiques. Les fédérations se font la guerre pour savoir qui va être intégré aux Jeux Olympiques ou pas. Et donc c'est une question de pognon, hein. C'est malheureux, mais c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que le sport soit vu comme trop violent. Le jiu-jitsu brésilien. La popularité du judo n'est plus à prouver. C'est un des arts martiaux les plus populaires. Un des arts martiaux. Et qui compte le plus de pratiquants. Mais dans le XVIIIe siècle, la pratique ne connaissait pas encore ce succès. Dans le XVIIIe siècle, le jiu-jitsu brésilien, oh le pauvre, et le judo en plus, le judo a vu le jour, il a été officiellement fondé par maître Jigoro Kano à la fin du XIXe siècle, donc 100 ans après ce que le gars dit. Donc le XVIIIe siècle, c'est non, c'est le XIXe siècle, maître Jigoro Kano qui a créé le judo, il l'a créé en 1882, et non pas dans les années 1700. Donc là, le mec se gourre carrément de 100 ans, mais attention, il a fait des recherches poussées. Encore ce succès retentissant. Les grands maîtres de la pratique, convaincus d'avoir trouvé le sport de combat ultime, décident de former des maîtres qui seront envoyés aux quatre coins du monde. Quoi? Ils ont trouvé le sport de combat ultime? Jigoro Kano, il pensait avoir trouvé le sport de combat ultime et c'est pour ça qu'il l'a diffusé. Alors déjà, la notion de sport de combat ultime, c'est tellement débile que on ne peut même pas dire à quel point c'est débile. Jigoro Kano, ça lui était complètement égal, il n'a même pas réfléchi à ça. Jigoro Kano, il voulait créer un sport éducatif qui permettait à la fois de créer une culture physique et morale pour les pratiquants. Et c'est pour ça qu'il a diffusé le judo partout à travers le monde. C'était une méthode d'éducation physique et sportive pour lui. Physique, morale et sportive, c'est le fameux Shingi-Tai. L'esprit, la technique, le corps. Donc, pour Jigoro Kano, diffuser le judo, c'était diffuser cet esprit qui allie l'art martial et la culture morale et physique. C'était quelque chose de vraiment éducatif. D'ailleurs, pour ça, il ne pensait pas avoir trouvé l'art martial ultime. D'ailleurs, Jigoro Kano, il avait créé au Kodokan, donc la maison mère du judo à Tokyo, une section de recherche qui étudiait les autres arts martiaux du Japon et qui incorporait parfois des techniques au judo. Et c'est comme ça d'ailleurs que certaines techniques d'Atemi ont été intégrées au judo. Et d'ailleurs, maître Jigoro Kano a fait venir Gishin Funakoshi, le créateur du karaté Shotokan, au Kodokan de judo en 1922 pour que Gishin Funakoshi puisse y faire une démonstration de karaté. Donc là on est en 1922 quand Gishin Funakoshi fait sa démonstration de karaté au Kodokan. Jigoro Kano, il a créé en 1882 le judo. Donc entre 1882 et 1922, bien sûr que Jigoro Kano, il savait qu'il n'avait pas trouvé l'art martial ultime. Pour lui, c'était même pas un but, un objectif. L'important pour lui, c'était de diffuser le judo comme une culture à la fois physique et morale, et aussi d'étudier les autres arts martiaux du Japon et d'ailleurs pour voir si techniquement ou philosophiquement on ne pouvait pas incorporer des choses au judo Kodokan ou aux arts martiaux japonais en général. C'est pour ça qu'il invite Gishin Funakoshi en 1922. Donc là, ce qui est dit, c'est complètement con. C'est pas parce que Jigoro Kano, il a cru trouver l'art martial ultime qu'il a envoyé des gens pour le diffuser, c'est parce qu'il était sûr d'avoir trouvé une excellente méthode d'éducation physique et morale. Pour le populariser. Un de ces hommes est Mitsu Maeda. Putain, tu l'as écrit en plus. C'est pas Mitsu Maeda, c'est Mitsuyo Maeda. Il y a un yo là qui manque. À partir de cette école à Rio de Janeiro, construite dans le sang et la sueur, commence l'aventure des deux. Ah, dans le sang et la sueur, encore du sensationnalisme. L'UFC. Le concept est simple, dans un format de tournoi, les combattants s'affrontent un à un jusqu'à arriver en finale. Le vainqueur est tout simplement le meilleur combattant de la Terre. Le vainqueur n'est pas le meilleur combattant de la Terre, c'est celui qui a gagné la compétition. Faut arrêter avec ces trucs-là. Hein. C'est le frêle Royce Gracie qui remporte la soirée en soumettant tous ses adversaires. Et apparemment, si c'est Royce Gracie qui a été choisi pour la famille pour représenter le jiu-jitsu brésilien, c'est parce que c'était le plus petit et le plus maigre. Ils se sont dit que ça rajouterait du crédit. C'est pas du tout vrai. C'était quelqu'un qui était extrêmement bien préparé physiquement, qui avait une excellente stratégie de combat et qui connaissait très bien les autres styles, les autres arts martiaux, qui connaissait leurs stratégies, qui savait comment contrer ces stratégies pour les amener facilement au sol et les soumettre ou les étrangler. Donc c'était le plus adapté à être envoyé pour pouvoir représenter le style. Ils n'ont pas envoyé le plus faible, hein. C'est pas des fous furieux, ils ont envoyé le plus fort. Mais l'UFC n'est pas le seul pionnier. Le Japon et la Chine, où les arts martiaux sont très ancrés dans leur culture, organisaient souvent des compétitions où s'affrontaient différents sports. Un de ces affrontements est un combat d'exhibition mythique en 1976 entre le boxeur Mohamed Ali et le lutteur Inoki, qui donnera lieu plus tard à la création d'organisations comme le Pride Fighting Championship. C'est faux. Le combat entre Mohamed Ali et le catcheur en question
n'a jamais donné plus tard le Pride, etc. C'était un combat d'exhibition, ils se sont pas vraiment battus d'ailleurs, je vous invite à regarder le combat, c'était plus une exhibition qu'autre chose, et ça n'a pas donné plus tard le Pride, etc. Là, il fait une connexion entre ce combat de Mohamed Ali contre le catcheur et les arts martiaux mixtes plus tard. Aucun rapport entre les deux. En 1997, le terme Mixed Martial Art fut utilisé par les journalistes pour décrire l'événement UFC 1, qui est devenu le sport qu'on connaît et qu'on aime aujourd'hui. Peu importe les organisations, aujourd'hui les règles sont presque toutes les mêmes. Alors ça c'est marrant parce qu'il dit quelle que soit l'organisation, les règles sont à peu près toutes les mêmes. C'est pas le cas du tout, hein. Le One Championship et l'UFC, rien à voir. Hein. Mais à tous les combattants, avec tous les styles et toutes les morphologies, avec tous les backgrounds de prouver qui est le meilleur et qui est le plus dangereux. Et c'est cet assemblement qui rend ce sport aussi génial. Le mélange de plusieurs arts martiaux qui s'affrontent, mais surtout qui se complètent et s'assemblent pour créer un, qui s'assemblent petit à petit pour former une nouvelle discipline, le MMA, qui est la forme la plus ultime des arts martiaux. Oui, c'est la forme, c'est pas la forme ultime, c'est la forme la plus ultime. C'est nul! La boxe anglaise. En se répandant à travers le monde, plein de règles apparaissent comme l'introduction du temps, de rounds, de protection et des manières de finir le combat. Toutes les civilisations à travers le monde ont développé leur propre manière de se mettre des pains dans la gueule. C'est faux, hein, il y a plein de civilisations qui se mettaient pas des pains dans la gueule. Beaucoup de combats y étaient organisés à main nue et sans règles. C'est à ce moment qu'intervient Jack Broughton, qui introduit ces règles de la boxe, connues sous le nom de loi de Broughton. Mais c'était loin de faire l'unanimité car beaucoup préféraient combattre à main nue. C'est en 1867 que les lois de la marquise de Queensberry deviennent obligatoires. Alors là, il raconte n'importe quoi. D'abord, il parle des lois de Jack Broughton. Et il dit, ça faisait pas l'unanimité parce que les gens préféraient combattre à main nue. Mais dans les lois de Broughton, il n'y a pas l'usage de gants qui est indiqué. Dans les lois de Broughton, les gens combattent à main nue et c'est normal. Donc il a même pas lu les lois de Broughton. Ensuite, il parle de lois ou de règles de la marquise de Queensberry. C'est la marquise, c'est pas le marquis, hein. Ah non, mais là, faut arrêter les conneries. C'est les lois du marquis. C'est les règlements du marquis de Queensberry, c'est pas les règlements de la marquise. 1867 que les lois de la marquise de Queensberry deviennent obligatoires. Elles ne deviennent pas obligatoires. Très longtemps après leur création, ces réglementations, les règles du marquis de Queensberry, ont été rendues obligatoires avec quelques modifications, mais il y a eu une très longue période entre le moment où elles ont été créées par le marquis de Queensberry et le moment où elles ont été véritablement appliquées. Pendant très longtemps, dans certains matchs, on les appliquait, dans d'autres pas. Il y a eu une période de transition assez longue. On les a pas appliquées d'un coup, c'était pas la loi, quoi. Les règles actuelles de la boxe anglaise, mais à l'époque, la plupart des combats sont clandestins et font surtout l'objet de paris illégaux. Au XXe siècle, la boxe anglaise rencontre... C'est faux, les paris étaient légaux. Mais ensuite arrive la boxe moderne, ou le sport le plus corrompu de l'histoire, où des boxeurs sont... Encore du sensationnalisme. La boxe moderne ou le sport le plus corrompu de l'histoire. La boxe a toujours été corrompue. Elle était corrompue du temps où il y avait des paris, qui étaient légaux. Elle était corrompue du temps où il n'y avait pas de paris. Ça a toujours été un sport d'argent. C'est d'ailleurs une des caractéristiques qui a fait qu'elle s'est si bien développée. C'est parce qu'il y avait du pognon à se faire. Rajoutez à ça des arbitrages douteux, avec des décisions des juges encore plus douteuses, et vous avez la descente aux enfers du noble art qui est devenu une machine à cash, où la passion du sport a été complètement essorée. Et c'est pour ça que l'UFC est en train de dépasser la boxe. L'UFC n'est pas en train de dépasser... Alors, c'est difficile à dire. On a du mal même à savoir de quoi il parle. L'UFC est en train de dépasser la boxe. L'UFC, c'est une organisation, c'est une entreprise, c'est pas un sport. C'est une entreprise et il dit l'UFC, donc l'entreprise, est en train de dépasser la boxe, donc le sport. De quoi tu parles? Est-ce que c'est le MMA qui est en train de dépasser la boxe et en termes de quoi? En termes de technique, en termes de diffusion, en termes de je sais pas, d'intérêt du public? Faut expliquer un peu mieux ce qui se passe dans ton cerveau. Rongé par l'argent et qui a su conserver ses traditions, c'est le Muay Thai. Le Muay Thai est sûrement un des sports de combat les plus techniques et le plus violent. Ses racines se trouvent dans un ancien art martial, le Muay Boran, issu du Kung Fu chinois. Il se répand... What the fuck? Oh putain, le Muay Boran issu du Kung Fu chinois. Celle-là, il fallait quand même la tenter. Hein. Donc non, le Muay Boran ne vient pas du Kung Fu chinois. C'est un art martial qui a été pratiqué depuis très longtemps par les Thaïlandais. Ils ont des façons de mettre les coups de pied, les coups de coude, les coups de genoux, etc. qui leur sont propres et qui ne viennent pas forcément d'autre chose. On a encore là une vision diffusionniste de l'histoire où il y aurait une origine qui aurait donné tous les arts martiaux qui existent. Non, c'est pas le cas. Des fois, les gens trouvent des trucs par eux-mêmes, ça arrive. Répand rapidement au XVIe siècle et était un art martial que pratiquaient les militaires du Siam en combat rapproché. Les seules protections dont il dit... Encore les militaires, hein. C'est pas le cas. C'était des arts martiaux qui étaient le plus souvent plutôt artistiques que martiaux. C'est-à-dire que c'était des méthodes rituelles. C'était des choses qu'on faisait un petit peu comme la capoeira, avec de la musique, lors de fêtes de village, etc. Ça n'a rien à voir avec la partie forcément efficace. Le Muay Boran, c'était quelque chose qui était pratiqué comme un rituel à la fois religieux et martial. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément tourné vers les 100% efficacité comme on peut le croire de nos jours.
C'est pas parce que c'est plus ancien que c'est plus efficace, faut arrêter avec les conneries. Au XVIIe siècle, le roi Rama XVII décide de moderniser le sport en introduisant de la boxe anglaise de l'Ouest avec des gants de boxe et règlements. Ça alors, il a décidé d'introduire les gants de boxe dans la pratique du Muay Boran au XVIIe siècle, à une époque, donc les années 1600, où les gants de boxe n'existent pas. Donc, récapitulons, le mec est tellement brainwashed, c'est-à-dire a eu tellement le cerveau lavé à l'eau des chiottes par le diffusionnisme, qu'il se rend même plus compte qu'il lit des époques qui n'ont pas de correspondance dans le temps. Au XVIIe siècle, les Anglais n'avaient pas encore inventé les gants de boxe. Monte la discipline avec des rounds, des catégories de poids, un arbitre et un ring. Le Muay Thai devient alors un équivalent de la boxe en Thaïlande. Sauf que les combats se déroulent en 5 rounds de 3 minutes avec 2 minutes de pause entre chaque round et les combattants ont le droit au coup de poing, coup de coude. Alors cette organisation en round et en temps, c'est vrai pour le ONE FC, mais c'est pas vrai pour toutes les organisations de boxe thaïlandaise. Il y a des organisations où il y a beaucoup plus de rounds. Il y a même des organisations où il n'y a pas de round, c'est au finish. Genoux et coup de pied. On gagne soit par KO, soit au bout de 3 knockdowns dans un round ou par décision de l'arbitre à la fin du combat. Grâce à son... En fait, on remarque là que le gars vient du MMA, le gars qui a fait la vidéo. Et donc en fait, il est tellement dans le système du MMA qu'il pense que l'organisation mondiale de tous les sports dépend du MMA. Donc c'est pour ça qu'il présente le ONE FC, les règlements de la boxe thaï du ONE FC, comme étant les règlements mondiaux de la boxe thaï. Il ne se rend pas compte que c'est une organisation, c'est une entreprise qui a décidé de ce genre de règlement et que c'est pas le cas dans tout l'univers. Enfin, c'est évident pour moi. On a terminé le premier étage de cet iceberg. Maintenant que vous avez bien compris le principe, on baisse d'un niveau, mais on reste tout de même au-dessus de l'eau. Alors là, sur le deuxième niveau, il manque le I à Capoeira. Il y a un I après le E, normalement. Et Tai Chi aussi est mal écrit, pardon, j'avais pas vu. Il a écrit Tai Chi comme boxe Thai. Non, non, ça s'écrit Tai Chi. Il n'y a pas de H là. Il n'y a pas besoin de H. C'est pas de la boxe Thai. On commence ce deuxième étage avec l'aïkido, un art martial développé par les Japonais en temps de guerre et qui s'est perfectionné en temps de paix. Oh là là, en temps de guerre, putain, 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 putain. L'aïkido ne s'est pas développé en temps de guerre. L'aïkido, c'est une pratique qui a été créée par Morihei Ueshiba et c'est quelque chose qui existait déjà en temps de paix. Pourquoi absolument vouloir tout lier à la guerre ? Et s'il est assez logique qu'un art martial utilisé dans un conflit armé soit efficace, sa mauvaise... Bah oui, bien sûr, parce que les gens, ils se tuaient pas avec des balles, ils se tuaient avec de l'aïkido, c'est bien connu. Non mais faut arrêter. Mauvaise réputation vient surtout de maîtres frauduleux qui l'ont répandu à travers le monde. Il comprend deux aspects, un aspect martial et un aspect bien plus philosophique. Et lorsqu'il s'est répandu, c'est surtout l'aspect spirituel qui s'est propagé à travers le monde. C'est faux, hein, d'ailleurs, historiquement. Lorsque l'aïkido s'est répandu à travers le monde, au début, les gens le voyaient comme un judo techniquement supérieur. Les techniques d'aïkido se sont répandues et ensuite, la philosophie qui sous-tendait l'aïkido a suivi. Donc historiquement, c'est exactement l'inverse de ce que le mec présente. C'est d'abord les techniques d'aïkido qui se sont développées et ensuite sont apparus quelques charlatans dans l'aïkido qui ont donné une mauvaise image de l'aïkido. Mais ces gens-là constituent une extrême minorité. La plupart des professeurs d'aïkido sont des gens qui enseignent la technique, c'est pas des zinzins. Hein. Il a été fondé par Ueshiba qui est né en 1883. C'était un expert surentraîné dans de nombreux arts martiaux traditionnels. Ouais, c'était un expert surentraîné dans de nombreux arts martiaux traditionnels. Non, il a fait du jiu-jitsu, hein, grosso modo. Il a fait du jiu-jitsu, il a fait un peu de kendo, kenjutsu. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Personnellement, c'est un sport qui me dépasse un peu. J'ai du mal à croire à son efficacité. Non, sans rire, ça te dépasse? Oh, on s'en serait douté. En combat réel. Mais il semblerait que ce ne soit pas une pratique qui vise à performer en bagarre de rue, mais plutôt de se préparer physiquement, Et en bagarre de rue. mentalement et techniquement. Donc c'est plutôt un sport de remise en forme, un peu comme l'art martial suivant. C'est vraiment très schématique. C'est un sport de remise en forme, l'aïkido. Non, c'est un art martial, comme le judo, comme le karaté. Il n'y a pas de partie compétitive, donc il n'y a pas la possibilité de s'exprimer en compétition avec l'aïkido. Par contre, il y a des techniques de combat dans l'aïkido. Le tai chi. C'est encore Ah, il a corrigé la faute d'orthographe, il n'y a pas le H à tai chi. un art martial qui devient tout droit de Chine. Mais cette fois, son aspect non combatif et spirituel est assumé à 100%. Son aspect non combatif. Alors, le tai chi est un art martial chinois qui a plusieurs branches. Vous allez le voir plus tard d'ailleurs parce que dans la vidéo il en parle. Son aspect non combatif est assumé à 100%, c'est faux. Hein. Le tai chi c'est quand même intrinsèquement un art martial, c'est un art de combat. Donc dire que c'est un art vraiment non violent, bon... Et surtout basé sur la dualité entre le yin et le yang des partages. Mais parfois, c'est présenté comme un système d'attaque. On remarque encore une fois qu'il utilise pas mal de vidéos dont il donne pas la source. Hein. Ça, normalement, c'est pas faisable. En France, tu es obligé, quand tu utilises le travail de quelqu'un, de dire d'où vient ce travail.
d'attaque et de défense, bien que sa nature soit clairement pacifiste. Ses origines sont encore mal connues, mais on sait que cet art martial Ses origines sont mal connues? Ah bah merde alors, moi je pense que ses origines sont connues. est très ancien, il était déjà pratiqué en Chine vers l'an 300. Il se Bah voyons, on pratiquait le tai chi en l'an 300, non c'est pas exactement ça. Il mélange le tai chi moderne, qui a été créé à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, des pratiques rituelles et énergétiques taoïstes, qui elles existent pratiquement depuis aussi longtemps que le taoïsme, mais les deux choses n'ont pas grand-chose en commun. Les gens qui ont créé les styles de tai chi, ils se sont appuyés en partie sur ce qui existait culturellement en Chine, donc des bribes qui restaient des méditations taoïstes, etc. Mais ils ont aussi eux-mêmes proposé leur propre vision de l'art martial, de la méditation, des mouvements énergétiques, etc. Il ne faut pas toujours dire que ça vient de quelqu'un d'autre. Parfois, les mecs créent des trucs, ça arrive. Pour un événement censé promouvoir cet art martial, un combat est organisé entre un grand maître et un combattant d'MMA. Sauf que ce combat ne va pas se passer comme prévu et le grand maître va se faire démolir en 10 secondes. La Chine prit l'issue de ce combat comme une offense et le combattant doit actuellement se cacher sous peine de représailles des habitants ou du gouvernement. Là, ce qu'il vient de dire, c'est juste un mensonge. Ce combat n'a pas été organisé pour promouvoir le tai chi. C'est un combat qui oppose un pratiquant de MMA à un maître de tai chi. Ce pratiquant de MMA, il est très connu en Chine puisqu'il a fait pendant des années la tournée de tous les dojos de tai chi, de tous les endroits où on enseignait le tai chi, et il mettait au défi les pratiquants, les maîtres de tai chi, et ce mec-là, il a fait une grande promotion autour du MMA, et donc ce gars-là, son objectif, c'était de démontrer que les maîtres de tai chi étaient des imposteurs qui ne savaient pas se battre, etc. Donc c'est pas du tout un combat qui a été organisé pour promouvoir le tai chi, et ça s'est mal passé, et le maître de tai chi n'a pas gagné. C'était au contraire un combat qui a été organisé par le combattant de MMA pour prouver la supériorité technique du MMA sur les techniques du tai chi. Donc on a là quelque chose qui est détourné de ce qui a été la réalité. C'est un mec qui fait du MMA, qui a voulu démontrer que le tai chi, c'était pas un art martial valable pour se défendre ou pour se battre. Il a fait la tournée de tous les dojos chinois. Il a mis au défi beaucoup de maîtres et il s'est fait une énorme réputation avec ça. Et je suis pas sûr qu'il soit recherché en Chine pour qu'on le flingue. Au contraire, je crois qu'il est adulé comme un héros. Le Krav Maga. Nous sommes le 30 janvier 1933. Hitler prend le pouvoir et l'antisémitisme monte en flèche dans toute l'Europe de l'Ouest. Les lois de Nuremberg définirent les Juifs comme une race et imposèrent la séparation totale des Aryens et des non-Aryens. Bon, là encore, il mélange tout. Alors, 1933, c'est effectivement l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Les lois de Nuremberg, c'est 1935. Hein. Bon, ouais, c'est le programme de 3e si jamais ça vous intéresse. Le Sambo a également une origine militaire et a quelques similarités avec le Krav Maga. Il a été popularisé par Rabib et Islam Makhachev. Pas du tout. Le Sambo, il a été popularisé bien avant Rabib. Rabib, c'est, je sais pas, c'est les années 2010 qu'il était compétiteur. Le Sambo, je crois qu'on en parle depuis les années 70-80 en France. C'est une pratique qui est quand même beaucoup plus ancienne que cette diffusion soi-disant très récente. Le mec ne connaît même pas Fedor. Fedor, c'est quand même le gars qui a popularisé le Sambo. Pour apporter de la chaleur et de la festivité, laissez-moi vous présenter l'art martial suivant, la capoeira. Oh, il a mis le i cette fois-ci à capoeira, vous avez vu? Il y a même un combattant à l'UFC qui est devenu maître dans l'adaptation du capoeira au MMA. Il s'illustre dans l'adaptation du capoeira, hein, bien sûr, non pas de la capoeira. Le champ de bataille est un cercle tracé dans le sol et les deux opposants s'affrontent en musique qui est un... Le champ de bataille. Mais oui, bien sûr. L'objectif est de placer des techniques impressionnantes et de faire des highlights. Mais c'est surtout un rituel... Je sais pas pourquoi il utilise des anglicismes tous les deux mots, de faire des highlights. Mais c'est surtout un rituel avec des racines culturelles très profondes. On passe maintenant sous la surface de l'eau pour cette troisième partie de cet iceberg où on va commencer à découvrir des... Oh là là, la façon dont il a écrit Kyokushinkai, putain! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. À découvrir des sports beaucoup moins populaires, et pour commencer, laissez-moi vous présenter le Jeet Kune Do. Contrairement aux autres arts martiaux, le Jeet Kune Do n'est pas... Contrairement aux autres arts martiaux. La savate puise ses origines en France. La savate naît en France, plus exactement à Paris, où les savatiers pratiquaient d'abord dans les arrière-salles de café, puis dans des salles et des écoles conçues spécialement à cet effet. C'est à l'époque la seule boxe pied-point en Europe. Oh putain, dire que la savate c'est la seule boxe pied-point en Europe à cette époque-là, c'est quand même chaud. Hein. Fondateur est Charles Lecourt qui crée en 1830 le sport de combat connu sous le nom de... Il n'y a pas un fondateur de la savate, là encore c'est une histoire de diffusionnisme. Charles Lecourt, c'est un des maîtres qui a été les plus importants pour l'histoire de la savate, mais c'est pas le fondateur de la savate. La savate existait déjà avant. Pourquoi des savatiers mettent l'accent sur les kicks et surtout sur les... On n'appelle pas ça des savatiers, on appelle ça des tireurs. Alors je vous demande une grande ouverture d'esprit pour le Systema. C'est le premier art martial bullshit de la liste, mais c'est loin d'être... Parler d'art martial bullshit, c'est vraiment que le gars est imprégné de la vision stéréotypée qu'ont les gens qui font du MMA des autres arts martiaux. Le Systema, à l'origine, c'est un art martial très efficace.
c'est une pratique qui est vraiment une pratique de terrain à l'origine. D'autres profitent du nom pour faire passer tout leur bullshido, ce qui donne lieu à des vidéos vraiment bizarres où des gens font des chorégraphies inefficaces en situation réelle sous le nom de Systema. Apparemment. En fait, le gars comprend pas que dans tous les arts martiaux du monde, il y a toujours eu, dans toutes les cultures du monde, des gens qui ne sont pas compétents pour faire un métier et qui veulent quand même le faire pour faire de l'argent. Et que ça, c'est pas inhérent à la pratique des arts martiaux. En fait, le Systema, c'est pas du bullshido, le karaté, c'est pas du bullshido, le judo, c'est pas du bullshido, comme il dit. Dans ces arts martiaux-là, l'immense majorité des gens sont compétents, sont passionnés, sont dévoués, etc. Mais il y a une petite proportion de gens qui sont des menteurs, des escrocs et qui profitent de la crédibilité du public qui ne connaît pas bien les arts martiaux pour pouvoir ouvrir une école, avoir un maximum d'élèves en leur enseignant à peu près n'importe quoi. Et c'est pas inhérent au Systema ou à n'importe quel autre art martial. C'est juste une réalité sociale qui existe dans le monde entier, dans tous les métiers, que ce soit les arts martiaux, les sports de combat ou n'importe quel autre métier. Karaté Kyokushinkai. Le karaté se sépare en deux disciplines. Le Shotokan, qui est le plus connu et répandu dans l'Occident, et le Kyokushinkai, qui est plus basé sur le sparring, la confrontation et le full contact. En fait, c'est la version brutale et efficace du karaté. Certains disent que cette version passe à côté de l'aspect spirituel. Le karaté se sépare en deux disciplines, bien sûr, le Shotokan d'un côté et le Kyokushinkai de l'autre. Alors là, c'est vraiment fondamental. Dire une connerie pareille, c'est comme si je dis la musique se sépare en deux disciplines, le piano d'un côté et la guitare de l'autre. Voilà, c'est aussi con que ça. Je sais même pas à quel point il faut être teubé pour dire un truc pareil. En karaté, il existe peut-être une 50aine de styles japonais, donc de styles qui viennent du Japon. Et si on compte les styles qui sont apparus, qui se sont développés dans le monde entier, je pense qu'il existe plusieurs milliers de styles de karaté. Donc si on devait dire qu'il y a deux styles en karaté, le Shotokan et le Kyokushinkai, il faut avoir vraiment aucune connaissance à propos de l'histoire du karaté pour dire une chose pareille. Il n'y a pas deux styles en karaté. Si tu lis ne serait-ce que la page Wikipédia du karaté, tu vas trouver une information de meilleure qualité que ça. C'est quand même ouf. Certains disent que cette version passe à côté de l'aspect spirituel et développement personnel du karaté Shotokan. D'ailleurs, certains disent que, je le connais bien, c'est mon meilleur pote, certains disent que c'est « j'ai aucune source, je te fais passer des informations qui viennent de mon trou du cul », mais en réalité, tu sais, certains disent que ça va. Le Kyokushinkai n'autorise pas le port de protection lors du combat et les coups sont portés avec une force maximale. Le système de combat est basé sur le karaté traditionnel, mais en cherchant l'efficacité en combat. Oui, parce qu'en karaté traditionnel, on ne cherche pas l'efficacité, c'est bien connu. Le sumo est considéré comme étant le sport japonais le plus vieux. Il a plus de 1500 ans, c'est un sport assez simple à comprendre. Deux hommes en string sont placés dans un cercle de 4 mètres. Deux hommes en string, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Faut vraiment avoir aucun respect pour les pratiquants de sumo pour pouvoir parler de string. C'est vraiment grave. Hein. Le jeter hors du cercle et même l'attraper par son string pour le projeter. Il n'y a... Putain, l'attraper par son string, mais non mais... On n'attrape pas le sumo par son string, on l'attrape par son mawashi. Ça s'appelle un mawashi, c'est un vêtement traditionnel. Ce n'est pas un string. On entre maintenant dans les profondeurs, alors accrochez-vous parce que ce qui arrive commence à être du lourd. Bon là, je vais faire court sur le reste de la vidéo, mais en gros, il présente des arts martiaux africains et en gros, il présente les pages Wikipédia de ces arts martiaux puisqu'il a fait évidemment aucune recherche pour sa vidéo. Là, il a pris des arts martiaux africains au hasard. Il a essayé de prendre à peu près les moins connus histoire d'avoir son public qui est quand même intéressé par la vidéo, mais bon... Le Jodo. Nous sommes en Chine au XVIe siècle. De nombreux artistes martiaux s'affrontent en duel avec tout type de lames. C'est notamment le cas de Muso Gonosuke Katsukishi, un duelliste invaincu qui se... Mon dieu, il présente le Jodo en Chine. Mais c'est japonais, tu vois bien que tu es en train de lire du japonais, c'est un nom japonais. Pourquoi tu parles de la Chine là, je comprends pas. Oh putain. Il se rend à Edo, l'actuel Tokyo, pour se mesurer aux meilleurs combattants de la cité. Mais attends, tu parles de Tokyo, tu vois bien que t'es pas en Chine. Oh putain. Cependant, il croisera le chemin de Miyamoto Musashi, qui le tiendra en échec grâce à une technique de parade qui utilise deux sabres en croix. Après cette lourde défaite, Gonosuke sillonne le pays pour étudier de nombreux styles afin de prendre sa revanche. Bon là, il présente des légendes tout simplement. C'est même plus de l'histoire, hein, c'est des légendes, c'est des histoires pour enfants littéralement. Et il présente ça comme étant la vérité historique. La vérité historique du Jodo, c'est pas du tout celle-là. C'est un des arts martiaux qui était pratiqué par les samouraïs, le maniement du bâton. Et donc les samouraïs devaient savoir manier le sabre, manier le bâton, manier même le mousquet à un moment, ils devaient savoir tirer à l'arc. Enfin bref, il y avait 18 arts martiaux qu'ils devaient connaître et maîtriser, et le maniement du bâton, c'était un de ces arts martiaux. Ça n'a rien à voir avec Musashi Miyamoto, il faisait déjà du Jodo bien avant ça. D'ailleurs, c'était pas vraiment du Jodo, mais plutôt du Jojutsu, puisque c'était la technique qui était importante, la maîtrise de la technique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, le gars présente des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Pourquoi il présente maintenant des arts martiaux avec des armes ? Pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt? Pourquoi il n'a pas présenté le kendo? Pourquoi il n'a pas présenté le tir à l'arc? Pourquoi il n'a pas présenté... Enfin, je comprends pas là.
Donc là, on voit bien que le mec n'a pas organisé sa vidéo. Il présente juste des trucs comme ça lui vient en disant « Tiens, ça c'est moins connu que ça, mais moins connu pour qui? Pour lui, c'est tout. » Bon alors comme vous l'avez vu, la vidéo fait état de nombreuses erreurs, de nombreuses approximations. Et j'ai regardé les commentaires surtout de la vidéo. Et alors, on voit que les gens, pour ceux qui sont connaisseurs des arts martiaux et des sports de combat, ont mis des commentaires qui sont plutôt négatifs. Vous avez fait une erreur à tel sujet, vous avez fait une erreur à propos du karaté, vous avez fait une erreur à propos du sambo, vous avez fait une erreur à propos du pancras, etc. On voit quand même pas mal de commentaires négatifs, mais il faut se rendre à l'évidence, l'immense majorité des commentaires qu'a reçu ce mec-là sur sa vidéo sont très positifs. Merci pour ce grand travail de recherche, merci pour cette super vidéo à propos des arts martiaux. Et en fait, pourquoi il y a des commentaires positifs? C'est très simple. Si tous les commentateurs avaient été spécialistes des arts martiaux et des sports de combat, et surtout de leur histoire, eh bien, ils auraient mis des commentaires négatifs. Parce que cette vidéo est un exemple, est un archétype de désinformation à propos des arts martiaux et des sports de combat. C'est quelque chose qui a été fait dans l'unique but de gagner de l'argent, et non pas d'informer les gens. Comment je le sais? Eh bien, j'ai moi-même commenté cette vidéo en expliquant que cette vidéo était une catastrophe, et que cette vidéo était en fait quelque chose qu'il ne fallait pas prendre pour argent comptant. Que quand les jeunes gens qui regardent cette vidéo pensent véritablement qu'il y a deux styles en karaté, le style Shotokan et le style Kyokushinkai, eh bien pour nous, après historiens, c'est extrêmement difficile de revenir sur cette pseudo-connaissance et d'expliquer aux gens, non, attention, vous vous trompez, il existe beaucoup plus de styles que cela, et donc ça nous demande un effort beaucoup plus conséquent à nous, mais aussi aux gens qui ont désappris l'histoire des arts martiaux. Et quand j'ai commenté, j'ai eu droit à une réponse de l'auteur de la vidéo qui m'a dit « Merci pour le référencement ». Et donc là, en fait, le gars s'est vendu, tout simplement. On voit avec ce commentaire que, en fait, son objectif en faisant cette vidéo, c'est d'avoir un maximum de vues pour faire un maximum d'argent. C'est à ça que sert le référencement d'ailleurs. Quand vous mettez un commentaire sur une vidéo, qu'il soit positif ou négatif, s'il y a beaucoup de commentaires, ça va faire remonter la vidéo dans les tendances, plus de gens vont voir la vidéo et le mec va faire plus d'argent. Et donc on voit là que l'objectif de ce gars, c'était de faire du pognon en vous racontant n'importe quoi. Donc je vous dis, méfiez-vous de ce que vous trouvez sur YouTube, sur Internet à propos des arts martiaux. Regardez toujours les sources de la vidéo. Est-ce que la vidéo présente d'où le gars tient ce savoir? Est-ce que ce gars tient ce savoir de quelqu'un de sérieux, d'un ouvrage universitaire sérieux, ou est-ce qu'il a compilé tout un tas de stéréotypes, de mauvaises informations, de pages Wikipédia mal faites, et qui les a mis en boule et qui vous les a fait bouffer pendant une heure? Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de points qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Si le gars est sensationnaliste, si le gars est diffusionniste, si le gars ne présente pas ses sources, si le gars fait du plagiat d'autres vidéos, si le gars utilise à mauvais escient des vidéos qui sont présentées sur Internet comme des vidéos techniques, eh bien tout ça, ça peut vous mettre la puce à l'oreille et vous dire « Tiens, attention, les informations que je suis en train de regarder ne sont peut-être pas d'une très grande qualité, peut-être qu'il faut que je me méfie de ce que je vois. » Et très souvent, dans les commentaires, vous allez avoir des commentaires de gens qui vont dire « Attention, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. » Malheureusement, la vidéo a été proposée sur YouTube et comme elle est sensationnaliste, et qu'elle est plutôt, on le voit bien, qu'elle est plutôt destinée à des gens qui ne connaissent pas l'histoire des arts martiaux, eh bien, elle a touché son public. Elle a touché des gens entre 11 et 16 ans qui ont commenté en disant « Waouh, super, toute cette histoire que je ne connaissais pas ». Et résultat des courses, eh bien, ces gens-là ont été désinformés, ont été mal informés, et ils ont mis des commentaires globalement positifs sans se rendre compte qu'ils ont été abusés. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette vidéo à propos de la désinformation en vidéo sur YouTube à propos des sports de combat et des arts martiaux. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Salut!